Aujourd'hui, nous sommes avec la cofondatrice du groupe Le Crayon. Elle a fait ses débuts dans l'entrepreneuriat à 18 ans avec 3 autres associés dont son frère. Elle lance Le Crayon, qui est le média de débat digital, qui a pour objectif de réconcilier notre génération avec les médias. À 22 ans, elle a participé à la levée de fonds d'1 million d'euros et au rachat du média Les Pépites de France. Sur les réseaux sociaux, elle compte personnellement plus de 300 000 abonnés, tandis que le groupe Le Crayon, lui, a plus de 3,3 millions d'abonnés. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sixtine Moulet-Berthaud. Salut Sixtine. Salut Gaël, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. On s'était rencontrés, c'était au mois de septembre ou octobre à Paris dans un événement spécialement réservé aux femmes. J'étais un des 2 mecs sur place. Ouais, Et à ok. la fin, j'étais vraiment touché par ce que tu partageais. Et du coup, je dis, bah, il faut absolument que j'invite Xtine pour voir qu'est-ce qui est son différenciateur unique, qu'est-ce qui te différencie de toutes les autres personnes qui sont comme toi, quoi. C'est effectivement une bonne question, une bonne remarque, ouais. C'est une question, pardon, Bah, excuse-moi. c'est pas une question, c'est juste une introduction Ah, ok, pour d'accord. dire, voilà, Quoi répondre? bienvenue. Bah, écoute, ravi d'être là. Donc bon. Merci, merci. Et on va commencer, tu vois, par quelque chose, on en parlait en off pour commencer. C'est en faisant voilà, les recherches bah, voilà, qui mènent sur le podcast, j'ai découvert qu'il y a quelques temps, tu avais l'ambition d'être présidente de la République. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, voilà, aujourd'hui, tu as 22 ans. Ouais, exactement. Et donc, d'où te vient ces ambitions, ce drive-là, quoi? Et comment est-ce que, voilà... Je pense que c'est un mélange d'éducation et de caractère. Ok. Éducation, caractère et épreuves difficiles dans la vie qui te font vachement mûrir et apprendre vite. Mais il n'y a pas un secteur plus Mhm. important que les trois. C'est vraiment un mélange de ça. De toute façon, moi, je pars du principe que les difficultés sont les choses qui t'apprennent le plus de choses dans la vie. Et tu mêles ça. Ouais. Ma mère est un très bon exemple enfin, est un vrai rôle modèle à suivre qui m'a vachement appris la détermination et l'ambition. Ok. Plus, je pense, à un caractère un petit peu inné que j'ai eu la chance d'avoir quand je suis née, qui a peut-être été un bon mélange avec tout ça. D'accord. Ouais, donc c'est un mélange de ces 3 choses qui ont fait que là aujourd'hui, bah, tu te retrouves à lever 1 million d'euros voilà, au sein de ton entreprise. Exactement. Et, comment, selon toi, voilà, bah, voilà, cette ambition, elle a influencé ton parcours entrepreneurial? Parce que tu fais pas, tu aurais pu être coach, tu aurais pu avoir une entreprise dans le dur, etc. Mais non, tu décides de venir changer complètement le statu quo du média et qu'il n'y a pas forcément en plus à l'heure actuelle la meilleure presse, si je puis dire, surtout auprès voilà, des générations les plus jeunes. Alors, ça c'est sûr, mais c'est justement aussi pour ça. Enfin, en fait, à la base, on ne choisit pas de devenir entrepreneur en se disant, tiens, je vais Ok. monter une boîte, je vais devenir entrepreneur. Généralement, ça vient quand même souvent, en tout cas, quand tu es jeune, quand tu as 40 ans, etc., c'est différent. Tu peux te dire, tiens, je vais vouloir entreprendre. Moi, quand j'ai entrepris très jeune, c'est plus arrivé par la nature, enfin, c'était totalement naturel, c'était un concours de circonstances, Ok. c'était un constat que moi, je suis passionnée de politique et que les seules personnes au lycée avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs. Et c'est là que je m'étais dit, OK, en fait, il faut un média qui parle aux jeunes, il faut réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique. C'était ça l'idée de base. J'en avais parlé à mon frère et associé Valran, et lui, il voulait absolument faire un média de débat, passionné de débat, et c'est avec nous en famille, on débat beaucoup. Et donc, on a jumelé un peu deux idées, Jules et Antonin sont arrivés, c'est comme ça, en fait, que le crayon est né. Mais à la base, c'était vraiment pour but Ok. d'être un projet étudiant, enfin, il n'y a pas du tout, c'était pas prévu d'être autre chose, et en fait, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Donc à la base, c'est juste, enfin juste entre guillemets, un projet étudiant. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu le disais, enfin, je voulais être président de la République plus petite. Je me rappellerai toujours, j'avais vu les élections à la télé quand j'avais 7 ans de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. J'adorais D'accord. ce que je regardais, je comprenais vraiment rien. Et en fait, je sais pas, ça m'a marqué ce jour-là. Je me rappellerai toute ma vie. Je l'arrivais à regarder avec mes frères. Mes parents étaient partis regarder les résultats chez leurs amis à l'époque. Et je sais pas, ça m'avait marqué alors que je comprenais rien. Et puis je me suis vachement intéressée en fait très très jeune à la politique aussi parce que je suis la dernière de la famille donc j'ai pas trop eu le choix. En fait, à l'époque, je m'étais dit, tiens, il faut absolument que je fasse de la politique, je veux devenir président de la République. Aujourd'hui, plus du tout le cas, hein, pour côtoyer beaucoup de gros politiques, c'est pas du tout un milieu qui m'intéresse, à titre de fonction, je veux dire. Ça te prive de ta liberté, et Mhm. moi, je suis quelqu'un d'extrêmement libéral. Je tiens trop à ça, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai entrepris. Je fais ce que je veux, quand je veux, je travaille avec qui je veux.
d'où je veux. Ouais. Et quand t'es politique, en fait, tu dois même constamment te justifier de qui tu es, de ce que tu fais, donc c'est pas trop le projet, quoi. Ouais, entre la réalité et ce que tu vois à la télé, c'était très différent. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'à l'heure actuelle, voilà, les générations actuelles, voilà, ont une perte, je dirais, de confiance avec les médias? Je pense que les gros médias institutionnels n'ont jamais réussi à parler avec les codes de notre génération. Nous, on est nés avec les réseaux sociaux. On regarde Mhm. quasiment pas la télé. Enfin, moi, je regarde la télé, quoi. Quand je fais du sport, je cours, je mets BFM en fond juste pour suivre quelques news, tu vois, mais j'écoute pas, juste je lis les trucs parce que j'ai ma musique. Mais après, sinon, moi, je connais personne qui regarde la télé. Moi, j'ai même pas. Enfin, j'ai une télé chez moi parce que c'est dans la part de ma mère, tu vois, mais sinon, je n'achèterais pas de télé aujourd'hui, tu vois. Je ne fonctionne Mhm. plus comme ça. Je ne lis pas la presse sur des magazines. Donc, en fait, si t'as pas un média qui est digital et qui communique avec les codes de notre génération et les formats qui vont plaire à notre génération, avec le taux de concentration qu'on a, les sujets qui nous concernent, etc., et la manière de faire, bah, y a en fait une trop grosse barrière qui va se situer. Et au bout d'un moment, ça fait que bah, il y a de moins en moins de jeunes qui votent, de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à la politique et que ça va être de pire en pire, en fait. Intéressant. Ouais. Et donc, du coup, pour toi, le crayon, c'était plus axé sur un constat lié aux, aux médias des médias, donc la manière dont il est distribué, livré et consommé, ou c'est plus le contenu en lui-même, sur lequel vous venez de challenger le statu quo? Sur le contenu, c'est sur l'édito. Ce qu'on propose aujourd'hui, ça D'accord. n'existe pas. En fait, on n'a même pas vraiment de concurrent direct, tu vois. Personne ne fait ce qu'on fait aujourd'hui. Limite, ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'était à l'époque les émissions de Frédéric Tadei, où il faisait des gros débats en direct avec plein de profils différents, pas du tout politisés. Et donc, dans l'idée, ce serait peut-être un peu, on serait peut-être la génération d'après de ces émissions-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas de concurrent direct, alors que le débat est juste la chose la plus saine pour réconcilier des camps politiques, des avis différents, des gens que tout oppose en fait à la base, qui ne se seraient jamais rencontrés en temps normal. La meilleure manière de les réunir, la manière la plus saine dans une démocratie, c'est par le débat, par le dialogue. Ouais, Et, carrément. Ouais. et en plus, on est un pays où on adore débattre. Les Français adorent débattre. Donc, en fait, c'était évident. Et puis, c'est vrai que c'est notre format qui est phare, qui marche bien. Et de juste, voilà, réunir tout le monde et de comprendre que si tu ne réunis pas les gens, ils vont s'enfermer de plus en plus dans des bulles idéologiques qui vont s'éloigner de plus en plus. Et qu'à la fin, ça va devenir dangereux, en fait. Mais vraiment dangereux. Carrément. Ah, c'est ça, ça, absolument. C'est clair qu'à terme, quand on est. En fait, et c'est aussi, comment ça s'appelle, un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle sorte à ce que Tu tu construis ce que apportes tu veux de construire. manière constante plus de ce que toi tu aimes déjà. Ouais, exactement. Donc, effectivement, quand tu rentres dans une bulle, tu aimes. Je vais prendre un exemple. T'aimes le PSG, bah, il y a de fortes chances que les algorithmes t'apportent des trucs du PSG, tu vois. Ah, clairement. Ah, mais Et donc, et c'est. Et comment percer cette bulle-là, tu vois. C'est ça le truc. Et aussi, en plus, pour vous, comment faire pour ne pas être, comment dirais-je, influencé par les pressions, etc., qui peuvent exister sur des médias plus traditionnels, qui sont en fin de compte plus le porte-voix de ce qui se passe dans le pays qu'autre chose, tu vois. bah, nous, on sera jamais vraiment influencé dans le sens où en fait, on est quatre cofondateurs extrêmement différents, avec des avis très différents. Donc en fait, on ne pense pas pareil. Donc même s'il y en a un qui pourrait peut-être un jour se faire influencer, t'as les trois autres qui vont pas être influencés et inversement en fait. Donc nous, notre vraie force dans la boîte que l'on construit, c'est le fait d'être quatre, et de quatre autant différents qui sont aussi proches, avec la même ambition. Après, Mhm. non, en fait, les réseaux sociaux, le but, c'est pas d'essayer de faire différemment que ces plateformes, dans le sens où bah, l'algorithme est fait ainsi, tu peux pas le changer, donc essaye pas de le changer. En fait, c'est pas d'avoir des combats que tu gagneras jamais. Nous, en plus, Mhm. on existe via les réseaux sociaux, via YouTube et tous les Ouais. autres réseaux. On va pas commencer à essayer de faire différemment parce qu'en fait, ça marcherait pas. Il faut juste réussir à se développer en s'harmonisant avec les codes des plateformes. Et c'est juste après, bah Mhm. en fait, et à moi, l'avantage, c'est qu'on est sûr que les gens qui vont avoir notre contenu en recommandation, ils vont vraiment aimer ça, parce que du coup, au moins, la plateforme te met en avant ce que tu es censé aimer. Donc, au moins, ça te Ce que crée ça, c'est. aussi une communauté beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus qualitative, surtout.
Carrément. Et vous avez pas peur de la censure? Enfin, je vois, il y a certaines personnes, voilà, qui sont obligées de sortir, de partir comment dirais-je, des plateformes mainstream, type YouTube, type Twitter, etc., qui ont été éjectées pour se mettre sur des plateformes, je dirais plus, euh, voilà, ayant du type Rumble, etc. Est-ce que ça fait partie de vos considérations également? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas trop de stress d'être censuré parce qu'en fait, Ok, nous, ce qu'on met en avant, c'est les avis de leaders d'opinion, on va dire, sur plein de thématiques d'accord. différentes. Et que ça nous est Mhm. peut-être déjà arrivé d'avoir pas mal de signalements à un moment sur une vidéo de quelqu'un qui devait dire des propos un peu, tu vois, on va dire pas politiquement corrects pour une plateforme. Mais dans tous les cas, on fait quand même hyper attention aux invités qu'on choisit, aux sujets qu'on traite. Donc en fait, il n'y a pas de risque qu'on soit censuré d'une quelconque manière à ce niveau-là. Non, non, franchement, ça nous est jamais arrivé D'accord. et je vois pas pourquoi ça arriverait aujourd'hui. Ouais, ok, ouais, ça c'est une bonne nouvelle quand même, parce que quand tu vois ce qui s'est passé surtout avec tout ce qui est les deepfakes, etc., tu vois, tout ce qui s'est passé dans les années qui viennent de s'écouler, c'est vraiment intéressant de voir justement encore une fois toute l'évolution du média Ouais, bah, en francophonie, mais dans le monde de manière plus générale. exactement. Donc ouais. Et du coup, toi, où est-ce que tu vois bah, voilà, cet avenir dans les 5 ans, 10 ans qui arrivent à travers ton business, que déjà tu vas continuer à avoir le même business sur cette lancée? Est-ce que tu vois autre chose? Comment est-ce que tu vois voilà, ce futur du journalisme dans le monde numérique? Bah, nous, on a pour objectif d'être le plus gros groupe média de notre génération. On est bien parti Ok. et ça va pas s'arrêter là. Après, oui, moi, je me vois encore très longtemps là-dedans. Déjà, c'est une industrie qui me passionne et elle est pas prête de s'effacer, hein. De toute façon, les médias aujourd'hui, il n'y a pas plus important que ça. Que tu aies beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir ou autre, tu dépends toujours en fait de l'opinion publique et donc des médias. Donc en fait, c'est le secteur qui va pas s'écrouler. La forme changera. Je pense que dans 10 ans, la télévision n'existera quasiment plus. En tout cas, les audiences seront tellement chutées. Ça ne veut pas dire que les médias vont plus exister, mais en tout cas, ils communiqueront par d'autres moyens de communication parce que, au bout d'un moment, la majorité des gens qui regardent la télé, c'est entre guillemets les seniors. Et en fait, dans quelques années, malheureusement, les seniors ne seront plus de ce monde et nous-mêmes, on aura vachement grandi à ce moment-là. Et en fait, nous, comme on n'a pas regardé la télé, on va pas commencer à la regarder dans 20 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, il y aura un vrai changement de génération et de gap. Et donc, ils n'auront pas le choix de s'adapter. Beaucoup commencent déjà à le faire, mais ils n'auront pas le choix. Après, nous, on a aussi une vraie activité d'agence à côté des médias. C'est ça qui fait qu'on est vraiment bien rentable. Mhm. Parce qu'un média en lui-même, à rendre rentable, c'est extrêmement compliqué. Il y a extrêmement peu de médias aujourd'hui qui sont rentables et même de très, très gros médias, hein. Donc, nous, ce qui fait notre grosse rentabilité et notre vrai savoir-faire, c'est les agences. Et les agences, c'est en fait du travail qu'on a appris sur le terrain pour développer le média. Donc aujourd'hui, en fait, on est devenu vraiment des Ok. spécialistes d'édito et de création de contenu, que ce soit pour les entreprises ou pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, que ce soit via le biais du personal branding ou de l'image de marque ou de la création de contenu. Enfin, il y a plein de manières de le décliner. Mais du coup, on a développé une énorme compétence là-dedans parce que réussir à développer un média aujourd'hui, quasiment personne n'y arrive. Moi, je le vois bien autour de moi, hein, de personnes qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, qui du coup achètent des faux abonnés, des faux vues, des machins, mais qui vite arrêtent parce que du coup, ils perdent plus d'argent qu'autre chose et que tout le monde s'en rend compte. Ouais. Donc bon, tu vois, c'est un game très dur. On a fait le plus dur. Euh, et aujourd'hui, on est juste à être en train de croître. Mais le plus dur est depuis maintenant pas mal de temps derrière nous. Ouais. Ah, ce que je l'ai dire justement, c'est que vous n'êtes pas les premiers à créer je dirais un média citoyen et indépendant. Et d'après ce que j'ai vu, enfin, j'ai des amis qui ont des médias mais qui sont très nichés, ça va être dans de la spiritualité, ça va être dans du développement personnel, etc. Donc eux ensuite ils ont une stratégie derrière bah, pour monétiser l'audience qu'ils ont eue. Mais vous, par contre, bah, vous n'êtes pas amené à vendre par exemple des packs de formation, des packs d'accompagnement, etc. Vous vendez peut-être des abonnements, et encore ça je j'ai pas l'impression. Donc non, il n'y a même pas d'abonnement. Donc du coup, qu'est-ce qui fait selon toi bah, en fait que vous réussissiez alors qu'il y en a des dizaines d'autres qui se cassent les dents tous les ans quand ils veulent lancer leur nouveau média en fait. Je pense que c'est un mélange de créativité, de persévérance et de travail. C'est-à-dire que, Créativité, ouais, persévérance, travail. bah parce que comme tu le dis, tu as beaucoup de gens qui essaient de lancer des médias et qui parfois ont la bonne idée, mais qui ne travaillent pas assez ou peut-être n'ont pas la bonne réflexion pour et donc ça marche pas. D'autres qui Ouais. travaillent comme des malades mais n'ont pas la bonne idée, une idée qui a été vue, revue et revue. Et dès le début, moi, tu m'en aurais parlé à la base, je t'aurais dès le début dit que ça marche pas.
En fait, c'est un mélange de Mhm. ces trois-là qui marche. Et c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est quatre jus de cerveau, on a chacun nos compétences. Donc en fait, ça a fait qu'à la fin, ça a marché, mais aussi on a tellement testé. Les gens ne voient que ce qu'on veut montrer, mais les gens savent pas que au début, on montait des vidéos jusqu'à 3 heures du matin qui faisaient 3 vues. Au début, on publiait à un moment, pendant une période, une vidéo par jour sur YouTube. On était des malades, genre, on avait une production de contenu qui était énorme. En fait, on a tout testé. Tout testé jusqu'à vraiment comprendre ce qui marche partout. Et c'est aussi pour ça qu'on a réussi à bien développer nos personal branding à titre personnel, parce que on sait très bien ce qui marche sur les réseaux sociaux. Donc, le faire sur nous n'était pas si compliqué derrière, quoi, tu vois. Et en fait, à la fin, tu le déclines de plein de manières différentes. Et c'est pour ça qu'on le fait pour beaucoup de clients et que ça marche très bien aujourd'hui, parce qu'en fait, on a juste testé sur nous avant, quoi. Et Excellent. ouais, c'est ça qui fait notre force et notre différence, je pense. Ouais, et j'allais vous demander justement, bah c'est ça, on voit très souvent, les gens pensent qu'on nous voit, enfin, on nous voit aujourd'hui où ça fait 3 4 ans, 5 ans que vous, enfin, que vous avez commencé, même peut-être plus avec ton frère, mais quels étaient les tests en fait, c'est ça, c'est quelles ont été les itérations par lesquelles vous êtes passé avant, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Genre, est-ce qu'il y a par exemple genre trois grandes phases, la première phase on a fait ça, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, Ouais, il y a eu. et la claque. Il y a eu, bien sûr, il y a une phase dont on ne parle jamais parce que ça rajouterait vraiment une trop longue liste au storytelling et que le but n'est pas d'être trop long quand on explique ce qu'on fait. Mais avant, pendant 5-6 mois, on avait une application à la base qui s'appelait le Crayon. Une quoi? Une application Ok, très bien, nickel. qui s'appelait le Crayon politique. À la base, on était sur un format d'application. C'est Valorant qui avait codé l'application, alors qu'il savait même pas coder et tout. L'application était pas si mal, elle était assez jolie, le logo était pas mal. C'était un C avec un P et un petit stylo en bas, avec un fond rouge en blanc. Et je sais même pas si elle existe toujours sur l'Apple Store, je pense pas. En tout cas, elle est plus disponible, mais je sais pas si on peut toujours la trouver. Et en fait, le concept, c'est qu'on avait des éditorialistes de tous bords politiques, donc souvent des étudiants, qui devaient écrire des articles sur le sujet de leur choix, en fonction de leur propre point de vue. Mais comme on avait des Mhm. éditorialistes de tous les bords politiques, on avait plein de sujets traités de différentes manières, différents bords politiques. Mais en fait, on a réalisé Ouais. au bout d'un moment, quand même, on avait eu au moins 10 000 téléchargements, tu vois, et bon, c'est pas grand-chose, mais c'était pas si mal. Et en fait, c'est là où on s'est dit, on a quand même pas mal de téléchargements, on voit bien la hype que ça prend, mais en fait, on est en train de faire une application pour mettre des articles écrits. En fait, on n'était Ouais. pas, tu vois, c'est pas le bon truc. Et en fait, on s'est lancé sur YouTube en janvier 2020. C'est pour ça qu'on dit que ça fait Mhm. 4 ans, parce que ça fait réellement plus, entre guillemets, mais en fait, concrètement, ça fait 4 ans que le Oui. crayon existe sous la forme telle qu'il est aujourd'hui. Et au début, alors, pour la forme, on était nuls, mais alors nullissime. Tu nous verrais l'un de nos plus gros débats sur le féminisme, mais il y a une lumière que tu vois dans l'écran. Moi, tu me vois d'un côté, tu vois Antonin de l'autre. Enfin, rien qui va. Le truc est dégueulasse. Ça avait fait genre 1 million de vues. Ce YouTube, ça avait explosé. Parce que le fond était bon, les invités étaient bons et le concept était bon. Juste la qualité de forme était Ouais. dégueu. Parce qu'on savait pas, enfin, moi je savais pas tourner une vidéo, je t'explique, laisse tomber quoi. Et en fait, on a eu cette première étape de plateforme, enfin d'application. Ensuite, on s'est lancé sur YouTube. On avait trop de thématiques. Au début, on avait le crayon politique, le crayon culturel, le Mhm. crayon sportif et le crayon société. Les mecs, pas du tout. Attends, le crayon, il devait être usé vite, quoi. Ouais, là, c'était un peu too much. On avait un logo fait à la main, trop moche, mais un peu, ça faisait un peu rebelle, rebelle créatif, jeune, qui était pas dingue, un truc crayonné, brouillonné, mais c'était marrant. Et ensuite, on a juste compris, on voyait bien que les émissions qu'on faisait sur le côté sujet de société, sujet de politique, marchaient beaucoup mieux que celles sur les sujets culturels ou les sujets sportifs. Alors pourtant, on avait reçu des gens hyper connus dans le sport, on avait reçu même Bob Sinclair pour la musique, enfin pour le côté culturel. On avait reçu des gens trop stylés, ça faisait même pas 5 000 vues sur YouTube, tu vois. Et on s'est dit, en fait, ça aussi, du coup, on a compris que c'est pas parce que tu reçois quelqu'un de connu que ça veut dire que ça marche automatiquement. Donc en fait, petit à petit, à force de tester des trucs, on comprenait aussi qu'il faut l'alignement d'un bon format, l'alignement d'une belle forme, Mhm. l'alignement d'un bon sujet, l'alignement d'un bon invité, mais un invité pas forcément connu, un invité qui va te dire des propos assez intéressants pour que ça rende viral. En fait, on a compris plein de ces Ouais. choses-là, mais juste en les testant, en fait. Vraiment, avec des années de tests, des années de tests, des années de tests. Et en fait, au bout d'un moment, aujourd'hui, on arrive à faire parfois des débats ou des émissions, mais extrêmement vues, avec des gens qui sont inconnus à la base, juste parce qu'on a compris que t'as pas besoin d'être forcément connu pour faire des vues. On a reçu François Hollande, ça a fait, oui, ça a forcément fait, je sais pas, je sais plus, 50 000 vues sur YouTube, tout réseau confondu, ça avait dû faire, je sais pas, 2-3 millions, tu vois. Mais normalement, quand tu reçois un ancien président de la République dans ta tête, t'es en mode, tu reçois l'une des personnes les plus connues de France, ça doit faire des millions de vues.
parce que tu te dis c'est logique. En Ouais. fait, pas du tout. Et ça, c'est plein de trucs que tu apprends en fait sur le tas. Et, euh, et en fait, voilà, c'est vraiment. On n'en parle pas parce que c'est trop long et qu'on a autre chose à raconter, etc. Mais effectivement, on a vraiment tout testé, quoi. Donc voilà, c'était vraiment du travail et tout. Puis voilà. Mais je te rejoins complètement sur ça. Moi, donc moi, je suis plus sur l'aspect marketing et création d'offres, etc. et aller comprendre la psychologie des personnes. Ouais. Et plus j'avance, et plus je suis étonné au jour le jour par les êtres humains. Les, les trucs où logiquement, tu te dis, ça fait sens que ça explose, que ça fonctionne. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est assez extraordinaire. C'est un peu une découverte au quotidien, quoi. De, de, bah voilà, de l'être humain, de comment ça fonctionne, de toujours venir challenger ses croyances, etc. Et dans tout ce parcours-là, t'as été amené voilà, à bosser. Est-ce que t'as rencontré une personne, un mentor, un coach peut-être, bah voilà, qui t'a aidé, qui t'a donné un déclic, un moment où tu te rappelles, tu dis ouais putain, alors lui il m'a dit un truc, ça m'a fait shifter mais complètement, ça a été un game changer bah, pour mon entreprise. Un coach ou un moment spécifique? Ou... Ouais, ou un mentor, ou une personne, c'est pas forcément ça, je sais pas, ça peut être... Ce Mhm. matin, je parlais avec quelqu'un qui me disait, la dernière prise de conscience qu'elle a eue, c'était en allant faire un soin du visage, tu vois. Non, si, ça a été au début pas mal les retours des gens en fait. Quand tu voyais les retours de gens que tu Mhm. connaissais pas du tout et qu'ils te parlaient d'une manière hyper intéressante sur ce que tu faisais, à quel point c'était intéressant. Enfin, vraiment, ils t'exposaient avec des contenus, avec des critiques vraiment constructives. Là, c'était un premier déclic. Ensuite, ça a été surtout à chaque fois les retours de tous les invités qu'on avait, qui à chaque fois nous recommandaient, à chaque fois trouvaient ça hyper smart, nous encourageaient. On n'a jamais eu Mhm. un invité vraiment pas content. Enfin, à chaque fois, c'était vraiment hyper motivant. Il n'y a pas eu de moment Mhm. spécifique, mais c'était juste été un alignement de plein de petits facteurs externes différents qui nous ont bien confrontés dans l'idée que c'était une bonne idée et que ça marchait bien, puisque tous les chiffres derrière le montraient, en fait, tout simplement. Donc, Ok. ouais, la motivation. Donc plus voilà, l'effet plutôt qu'une personne, et c'est plus en fait une accumulation de petites choses qui ont fait que tu savais que tu étais dans la bonne direction, et puis tu es une femme de data. Voilà. Et les data, souvent, on dit ne mentent pas. Et J'ai un de mes mentors qui dit euh, le, toutes ces informations-là, les data, c'est ce qui te donne le pouvoir. c'est vrai. Les statistiques, les métriques, c'est ce qui donne voilà, une vraie force. Et du coup, alors ça, je te l'avais posé off et maintenant je te la pose là, c'était quel est pour toi le meilleur conseil qu'on t'a donné mais que t'as jamais suivi? Et pourquoi est-ce que ça aurait été le cas? Hyper dur comme question. C'est horrible. J'ai pas d'idée là tout de suite. Tu vois, j'ai des gens qui me disent, qui m'ont eu dit, voilà, c'est moi, ça a été, on m'a dit de me focuser sur une chose, de faire qu'une seule chose et pas d'en faire des dizaines pour vraiment avancer plus vite. Bah ça, c'est un bon conseil, ils s'en rendent compte maintenant. Mais au moment où on leur a dit, ils ont dit, fuck, moi je fais ce que je veux et je me démerde, tu vois. Non, il y a eu un conseil, Euh, mais maintenant qu'on n'applique plus du tout, mais qu'à les bases, ah, on me l'avait déjà dit, mais je l'appliquais pas. C'était le tout début de nos ah, agences, c'était le fait de pas prendre des clients où tu sais que opérationnellement ça va être un enfer, même si l'offre est alléchante. Et en fait, quand tu lances un début d'activité professionnelle commerciale, on va dire, tu dis juste oui à tout parce que bah, tu veux faire croître ton activité, tu veux montrer de quoi tu es capable, etc. Donc voilà, aujourd'hui avec le recul, c'est un truc qu'on fait plus du tout aujourd'hui depuis maintenant pas mal de temps, mais au début c'est un truc qu'on m'avait déjà dit et que j'avais peu tout respecté, évidemment. Mais après tu apprends donc de toi-même. sélectionner les clients. Ouais, et aujourd'hui on travaille que avec qui on veut travailler. Ouais, bien sûr. Ah, c'est bon ça. Et en termes de, parce que là, du coup, vous êtes en agence, donc c'est très très heavy, c'est très très lourd en termes d'humain, parce que du coup, c'est des heures à passer derrière un ordinateur avec une personne qui appuie sur des touches, que ce soit pour faire une stratégie ou la délivrer. Et du coup, comment est-ce que vous gérez justement au niveau de l'agence? C'est plus, vous capez en nombre de clients que vous avez et vous dites, bah nous, on prend 10 clients et ensuite c'est liste d'attente, ou est-ce que vous êtes dans une stratégie de croissance, d'aller chercher, voilà, de développer, de scaler, si je puis dire, votre agence?
Non, on la scale, mais on la scale bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour la scaler et D'accord. juste mal la scaler. En fait, on a vu suffisamment d'entrepreneurs brillants autour de nous qui montent des boîtes incroyables et qui parfois ont eu des moments où ils ont vraiment eu peur que tout s'écroule parce qu'en fait, ils avaient vu scale beaucoup trop vite et pas de la bonne manière. Donc ça, on a bien retenu la leçon. Non, non, non. Nous, en fait, on a la capacité. Ça nous est déjà arrivé à des moments qu'on avait plus de demandes que de place opérationnelle en interne. Et Ouais. ce genre de moments, ça fait à la fois très plaisir, mais à la fois pas du tout. Donc là, ce qu'on Mm. fait généralement, c'est soit on signe la personne, mais avec quelques semaines d'opérationnel qui commencent un peu plus tard, ce qui fait que tu as le temps de recruter ou de débrouiller en interne avant. Mais, euh, mais non, généralement, on peut avoir on a un nombre limité de clients, bien sûr, mais en fait, nous, on part du principe que si au bout d'un moment, on sent que l'activité déborde trop, on prévoit déjà de recruter, en fait. On a anticipé ça. Mais bon, même en anticipant, parfois, tu ne contrôles pas. Tu vois, là, à un moment, en mi-janvier, je me suis retrouvée avec trop de demandes de clients pour pas assez de place en interne, parce qu'en fait, j'avais un mélange de inbound, de plein de recommandations de clients, de trucs que t'as pas forcément calculé qui te débarquent dessus. Et en fait, tu te retrouves avec trop de demandes et donc trop bien, mais du coup, c'est pas génial parce que refuser des clients, c'est frustrant. Mais bon. C'est clair, c'est frustrant. Et c'est tout un art, justement. Et je vois tous mes potes qui ont des agences. Moi, j'étais dans ce modèle pendant à peu près un an sur de l'aspect de copywriting. Ah, mais c'était une galère à gérer, surtout au début, tu sais, entre le nombre de requêtes entrantes, avoir les personnes qui soient là, qui livrent, etc. C'est un sacré challenge, ouais. Donc, bravo de le relever, quoi. Bah écoute, on a une équipe géniale et j'ai des associés merveilleux, donc ça aide. Parlons-en justement, tu vois, de l'équipe et des associés, parce que là, ça fait quoi? 4 ans, c'est ça que vous êtes les 4 associés? Ouais. Ouais. Comment ça se fait? Parce que souvent, tu vois, on entend des histoires de drame avec des associés. Qu'est-ce que vous faites de différent et qui fait que ça fonctionne encore? On a compris que le collectif, c'est plus fort que tout. Que tu peux rien faire Vas-y, de explique un peu. légendaire quand tu es tout seul. Et que la force d'être quatre est en fait la plus grosse force que l'on a aujourd'hui. Et on voit bien hein, que c'est pas commun. Nous, les gens sont à chaque fois stupéfaits de voir notre relation tous les quatre. On est vraiment extrêmement proches. Je pense que c'est aussi arrivé par le fait que déjà on est quatre personnes profondément humaines et bienveillantes. Enfin surtout, je veux dire saines. Donc il y avait personne qui pouvait être malveillant, mesquin ou autre. Et surtout, Valor et moi, on est frères et sœurs à la base. On est extrêmement proches avec des valeurs familiales, de collectif, de générosité et de bienveillance très poussées. On a été élevés comme ça. Et en fait, on les a un peu imposés indirectement aux autres qui fonctionnaient déjà ainsi. Mais du coup, c'est devenu aussi une priorité pour eux d'être comme ça de manière maintenant naturelle. Et surtout, on a compris que la victoire d'une personne fait la victoire des autres, la défaite de l'un, c'est la défaite des autres. Donc en fait, dès qu'il y a un problème chez quelqu'un, on est tous là pour l'aider. Dès qu'il y a une belle victoire, on est tous contents parce qu'on sait qu'en fait, à la fin, ça va nous aider à arriver à nos objectifs finaux, en fait. Donc, Magnifique en ça. fait, Donc c'est vraiment des valeurs communes. oui, et surtout, on a Vas-y. appris on apprend toujours à mettre notre ego de côté. On n'a pas d'ego, en fait. Déjà, on communique énormément. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas, on le dit direct. Et qu'on sait que ça n'a jamais pour aucun objectif de blesser la personne en face. Ce qui fait qu'on se dit les choses très facilement, de manière très claire, très cash. Et la personne ne le prend jamais mal parce qu'elle sait très bien que c'est dans son intérêt à elle qu'on lui dit ça. Et donc, en fait, ça fait que c'est un cercle vertueux qui marche extrêmement bien. Pourtant, on est des profils très différents. Donc, oui, au début, il y a eu un peu de temps d'adaptation, forcément. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était des membres de la famille, en fait, les deux autres. On part en vacances ensemble, on sort parfois ensemble, on a des amis en commun. Enfin, en fait, ouais, c'est un peu comme une équipe de foot. Mais extraordinaire, vraiment top. Et du coup, parce que ça, c'est vous au niveau, donc je dirais, du comité de direction de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait en sorte pour passer ces valeurs fortes, bah, en fait, aux équipes? Parce que vous avez ça, c'est cool, mais si ça s'arrête entre vous quatre, On est bien. bah, ça va se ressentir. Ah, on est bien. Hein? Complètement. Bah, déjà, quand on recrute, les valeurs de l'entreprise sont autant importantes que les compétences. Ça vaut être méga bon, si tu Mhm. matches pas avec nos valeurs, ça va pas le faire. Et en fait, ça, tu le ressens, c'est très bizarre, mais je sais pas si c'est une forme d'empathie développée ou autre, mais moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je le sens très vite, ça a matché, ça a pas matché. J'ai pas besoin de rencontrer la personne qui pour D'accord. le savoir. Je le sens tout de suite. Parfois, c'est peut être débile, parce que parfois, en fait, ça peut s'avérer que pas du tout, etc. Mais en fait, très souvent, c'est ouais, un mélange de
En fait, déjà, à la base, quand quelqu'un veut venir travailler chez nous, on est tellement exposé dans ce qu'on fait que la personne a quand même déjà un ressenti de ce qu'on Ouais. véhicule comme valeur, comme manière d'être, comme manière de fonctionner. Donc, c'est pas du tout ce qui fait que la personne, elle est jamais étonnée ou que ce soit négativement ou positivement parce que on est assez, enfin, on communique de manière très honnête et très réelle de ce qui se passe vraiment. Donc, les gens sont jamais, enfin, savent à quoi s'attendre chez nous. Et puis après, c'est déjà arrivé qu'il y ait Mhm. des mismatchs, hein, des gens qui pensaient matcher, et en fait, au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils sont plus faits pour une boîte plus instite. D'autres, à l'inverse, ça match méga bien, mais malheureusement, ils sont pas au niveau. Enfin, on a déjà eu de tout, mais à chaque fois, Mhm. c'est pas toujours très bien des gens. De toute façon, quand il y a un mismatch d'un côté, il y a un mismatch de l'autre côté automatique. Hein. Ça arrive pas qu'il y ait un mismatch que d'un seul des deux côtés. Donc, en fait, voilà. Et puis, Mhm. en fait, on a réussi aussi à avoir trois bras droits, trois filles, deux qui sont là depuis, Ok. deux qui sont là depuis genre 3 ans, vraiment depuis très longtemps, euh, et une qui est là depuis un peu moins longtemps, mais qui on connaissait déjà un peu, donc on savait très bien que ça matcherait. Et ces trois bras droits, ce sont elles qui managent les équipes directement. Et elles gèrent d'ailleurs tout l'opérationnel des médias et des agences. Les ambitions de travail, elles sont Mhm. incroyables. Et en fait, ça fait que ça véhicule automatiquement l'énergie dans l'équipe, en fait. Ouais. Donc c'est un peu vos conduits entre vous et le reste des équipes du coup. Ouais. Ah, extraordinaire ça, vraiment top. Et du coup, vous fonctionnez comment? Vous fonctionnez principalement, vous avez des bureaux, comme une entreprise entre guillemets traditionnelle, où où tout le monde est en remote et aux quatre coins de la France, voire du monde. Non, on a deux bureaux à Paris. Un bureau pour les médias, Deux bureaux à Paris? ouais, un bureau pour les médias et un bureau pour les agences. D'accord. On est très team présentiel parce que pour moi, on travaille Ok. beaucoup mieux en présentiel quand tu travailles en équipe et qu'on a beaucoup de travaux Mhm. d'équipe. Que moi, j'adore venir au bureau voir mes équipes. Moi, je pourrais travailler de chez moi, hein, je fais ce que je veux. J'adore venir au bureau. Le bureau est trop sympa, les équipes sont hyper sympas aussi. Enfin, moi, j'adore être là. Après, moi, je suis une extravertie, donc moi, c'est des gens autour de moi, je préfère. Mais, euh, mais les équipes sont quand même contentes de venir aussi. Enfin, on n'impose pas le présentiel dans le sens où on le veut au moins minimum 3 4 jours par semaine, mais même t'as des gens, Ouais, parfois, ils prennent même pas leur TT et ils viennent, en fait, tu vois. Donc, bon, ce que je me dis, c'est que c'est plutôt bon signe. Donc, bon, c'est kiff. ouais, c'est sympa. Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais. Excellent, excellent. En fait, on a ouais, vraiment Et une grosse importance sur la qualité du travail, de l'environnement de travail, en fait, parce que ça motive encore plus les équipes à bien travailler. Si elles se sentent chez elles, hmm. bien, à l'aise, c'est important. Et du coup, toi, comment tu fais? Parce que enfin, quand plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux qui te suivent, plus de 3 millions pour le groupe, comment tu fais justement pour gérer cette exposition de ta vie perso et avoir justement cet équilibre et de mettre peut-être une limite entre vie perso, vie privée? C'est une bonne question. Alors déjà, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, sinon je ne l'aurais jamais fait parce que, Cool. alors effectivement, maintenant, ça devient très compliqué d'aller quelque part sans qu'il y ait au moins une personne qui me reconnaisse. Au début, j'adorais ça, hein, quand on va être très clair. Moi, au début, en fait, ça a été un peu une sorte de thérapie. C'est marrant, j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un. Ok, En fait, les réseaux sociaux ont été un peu une forme de thérapie. J'en discutais avec Maud Alaves, ok. je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, Deux noms. et j'en discutais avec elle et en fait on s'est fait un peu le constat que c'était un peu une thérapie en fait. Moi j'avais un grand manque de confiance en moi plus jeune, j'ai eu des problèmes de poids, de regard des autres, des gens qui étaient très malveillants sans raison particulière. Et en fait Ok. ça a été un peu une thérapie de m'exposer parce qu'au début j'avais très peur du regard des autres, j'avais très peur de m'afficher publiquement, physiquement, etc. Et en fait ça Ouais. m'a donné vachement confiance en moi, beaucoup plus que ce que je ne l'avais avant. Je pense aussi le fait que le crayon évolue, que moi-même je mûrisse, tout ça hein, a été un tout. Mais donc au début, quand je me faisais reconnaître, et en plus c'est que de manière bienveillante, hein, les gens malveillants ils te reconnaissent même pas en fait, je pense qu'ils t'oublient quoi, parce que voilà. Bah en fait ça m'a vachement. Au début Ils critiquent sur Insta. voilà, bon il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a forcément toujours quelques rageux, hein, donc ça c'est clair. Et en fait au début je le reconnais, hein, ça m'a vachement fait plaisir. J'étais même étonnée, je comprenais pas trop parce que quand ça t'arrive, quand t'es pas habitué, t'as des gens que tu connais pas qui te reconnaissent, c'est un peu bizarre, tu vois, t'es pas l'habitude. Moi, après, moi, je Ouais. suis quelqu'un de très sociable, très extraverti, donc ça me faisait toujours très plaisir et ça me touchait beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de, enfin, ça fait longtemps maintenant, donc c'est devenu, entre guillemets, quelque chose de normal dans le sens où ça me fait plus, ça me fait toujours plaisir, mais je me dis plus, tiens, ça me surprend. Ça me surprend plus, ça me fait toujours plaisir. Mhm. Toujours très sympa, toujours des retours sympas, etc. Mais c'est vrai que du coup, l'aspect qui devient un peu négatif maintenant, au début que je pensais pas que ça arriverait, c'est que j'avoue que c'est un peu chiant parce que je peux pas faire la folle dans une boîte et me bourrer la gueule. Je pourrais, mais je vais pas le faire.
parce que je sais que c'est forcément quelqu'un qui va me reconnaître, et c'est con, mais bon, après, j'ai de la chance, je sors pas beaucoup en boîte en ce moment, je n'aime pas du tout l'alcool à part les cocktails, ou sauf que personne se bourre vraiment la gueule de cocktail, enfin pas souvent, donc ça risque pas de m'arriver, je suis plutôt assez sage comme personne, mais c'est des exemples débiles où en fait, je sais que je peux complètement me lâcher que quand je suis dans un pays étranger. Pas francophone, parce que D'accord, ah ouais. non, en Suisse, ça m'arrive de me reconnaître aussi. Mais quand je suis vraiment dans un pays étranger, là, je sais que je m'en fous de tout. Et à Paris, je m'en fous de tout aussi. Bien sûr, genre vraiment, euh, je peux t'habiller en jogging, je m'en fous. Mais je sais que je dois faire quand même gaffe parce que je peux avoir des gens qui me reconnaissent, qui connaissent un tel, qui connaît un tel. Et en fait, après, tu sais, après c'est le milieu parisien, ça jase et parle très vite. Donc voilà, donc c'est cool pour plein d'aspects. Mais c'est vrai que du coup, vie privée, bah, tu vois, j'affiche. Moi, je suis en couple depuis 4 ans et demi. J'affiche pas Ok. du tout mon conjoint. Déjà, lui, il a même pas les réseaux sociaux, tu vois, pour t'expliquer le contraste. Euh, Allez, c'est ça. tu m'étonnes. Et en fait, ça me va très bien. Enfin, moi, je suis même ravie qu'il ait pas les réseaux. Quand moi, je suis dessus et que je vois toutes les sollicitations que j'ai, à la limite, je suis ravie que lui, il soit loin de cette Mais ouais. toxicité, parce que ça te rend accro, hein, les réseaux. Donc, je suis ravie qu'il ait pas ça. Il aime pas de toute façon, donc c'est pas son truc. Mais du coup, tu vois, je l'affiche jamais. Quand je suis avec des amis, j'affiche de temps en temps un peu ma vie privée pour me montrer de manière naturelle et que j'aime bien ça. Mais j'affiche jamais vraiment tout parce que ça sert à rien, c'est pas intéressant et que faut pas forcément le faire. Mhm. Mais donc voilà, mais en vrai, ça reste quand même que du plus, hein, je vais pas me plaindre. C'est juste que si, mettons, je suis à un moment avec des amis et que j'ai juste envie que c'est de parler de tout sauf de travail et que j'ai quelqu'un de très gentil qui va me reconnaître, c'est vrai que c'est cool, mais parfois ça peut me mettre un peu mal à l'aise devant des amis proches parce que du coup, j'ai pas envie qu'ils aient l'impression que mon taf me suit partout. Enfin voilà, ça peut être des petits détails, Ouais. mais bon, c'est la Bah, quoi. c'est ce que j'allais les dire, c'est qu'il y a toi, mais après, il y a ton entourage proche. Comment ça se passe avec ton chéri ou ta chérie, je sais pas Non, mon ce cher. que tu préfères, tu vois, ton chéri, avec ton chéri, tes parents, etc., etc., où là, justement, bah ouais, tu crées un. Ouais, c'est l'impact de l'extérieur, quoi. Ouais, bah, c'est aussi de faire gaffe enfin, de jamais afficher vraiment là où tu habites. Enfin, ça, c'est des trucs, des détails où ça peut paraître rien, mais quand tu vois pas mal de créateurs de contenu ou de machins qui se font cambrioler ou autre, t'as pas forcément envie, tu vois, que ça t'arrive, quoi. Par erreur pas sans faire exprès, mettre en avant des trucs, tu vois. Donc voilà, c'est des trucs où, en fait, comme moi, je suis très Ouais, naturelle, que je me pose pas trop de questions quand je fais des stories ou autant sur Insta ou machin. Parfois, tu pars sur contre-pied de quand même faire un minimum gaffe parce que tu sais jamais vraiment qui te suit, tu sais jamais vraiment qui regarde tes trucs. T'as beaucoup, beaucoup de gens ouais, bienveillants. Tu peux avoir une ou deux personnes mal intentionnées et tu sais jamais. En plus, je suis une fille, c'est clair, je ouais. suis une jeune femme. Enfin, il y a plein de voilà, choses qui font que faut quand même être prudent. Ça peut être très nocif et dangereux, les réseaux, mais ça a tellement de parties positives professionnellement que ça vaut mille fois le coup. Ah, c'est clair. Ouais, je comprends complètement. J'ai un ami qui il est enfin, très influent sur les réseaux sociaux. Lui, il est obligé de poster ses stories en décalage de 24 heures, sinon ça lui est déjà arrivé de se taguer dans un endroit et genre dans la demi-heure ou l'heure, il y avait 60-100 personnes qui débarquaient, tu vois. Alors, moi, je pense pas que j'en suis à là, en termes de niveau d'influence, mais oui, c'est vrai que moi, par exemple, parfois, ça m'arrive souvent de pas poster des stories pile là au moment où je suis, tu vois. Mais ça, c'est même pas apparemment pour ça. Hmm. C'est juste par réflexe je sais pas, je profite du moment, je me mettrai mes trucs plus tard aussi, Ouais, tu vois. C'est vrai, c'est que parfois, ça te rend accro, hein. Ça m'est déjà arrivé des moments où, d'habitude, pourtant, quand je suis à table, je déteste chez mon téléphone, mais il y a un truc où, ouais, tu reçois un truc important, un truc de taf, un truc machin, en fait, tu vois, tu profites moins des instants présents parce que les réseaux sociaux te rappellent toujours un peu à la réalité de ton taf et autres, quoi. Mais bon, ça c'est qu'est-ce que je te comprends. vraiment pour essayer de trouver des points négatifs, hein. Mais je vais pas critiquer le Ouais. fait que voilà, je suis ravie d'avoir investi autant de temps sur ça parce que ça vaut vraiment le coup. Ah bah tu sais, c'est comme tout, t'as toujours deux faces de la même pièce, hein. Ouais, ah ouais. Et t'as une partie cool, une partie moins cool. Et je le vois, ma chérie, elle est fan simple. Pendant un moment, tout ce qu'on Angers était pris en photo parce elle est elle est fan de bouffe, tu vois. Et fan. Mes potes, là, je reviens, on était en Indonésie, à Jakarta, on allait à Sumatra, on allait à Bali. Après, on allait à Singapour. Et là, on vient de passer enfin, j'ai passé 10 jours à Dubaï. Ouais, Tous mes, ouais, c'était cool. Et je n'étais parti de moi, elle est indonésienne. Et donc, en fait, on va passer un moment avec sa famille comment ça s'appelle, en Indonésie. Et puis, dans notre île Amour, on s'est rencontrés à Bali quand j'y vivais. ah, d'ailleurs, juste, Et tous mes potes. c'est aussi bien qu'on le Vas-y. prétend ou pas?
Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça dépend ce que t'attends. Qu'est-ce que t'attends de Bali? Un endroit paradisiaque. Ouais, c'est paradisiaque. Alors paradisiaque dans quel sens? Est-ce que Dans c'est le pour sens est-ce que beau, sur beau, tu t'échappes psychologiquement parce que tu as un paysage sublime. En fait, le fait d'avoir de la verdure et un petit peu, pas des collines, mais tu vois, un peu de hauteur avec la mer de couleur claire, moi, c'est un truc qui me fait triper parce que c'est comme si tu avais un mélange de campagne, montagne et eau. C'est pas vraiment ça, mais on se comprend. Mhm. Et moi, c'est un truc. Moi, je suis une vraie hypersensible. Donc, moi, des beaux paysages, des beaux trucs, ça peut enfin, moi, je suis hypersensible, donc waouh! Du coup, c'est vrai que ça me détend vachement. Ça t'émeut, je sens. Ouais. Ouais, bah alors, ça m'émeut pas non plus à ce point-là, mais bah, si je veux me détendre, moi, j'écoute de la musique ou je regarde un beau paysage. Si je suis dans un endroit qui est beau, ça me détend direct. Donc, ouais. Bah, donc Bali, ouais, Bah, ouais. donc Bali, ouais, globalement, c'est ça. Après, moi, je suis à charge parce que j'y vis et j'y ai vécu 1 an et demi et j'adore l'île Ah, donc, si j'ai pour un diverses endroit à te raisons. demander, il faut que je t'écris, quoi. Ouais, bah moi, tu vois, pour te donner une idée, c'est la famille de ma compagne qui est indonésienne me demande à moi les endroits où aller à Bali, tu vois. Trop drôle. Bah, après, c'est pas un Donc, problème, s'ils viennent pas de là-bas, c'est comme si toi-même, en tant que Français, tu demandais à un étranger qui connaît très bien Bordeaux, est-ce qu'il peut te parler de Bordeaux? En fait, quand tu réponds, c'est exactement ça, ouais. ah, tu vois, C'est exactement ça, c'est ouais. bizarre parce que tu te dis, pas même continent, pas même pays, what? Comment ça se fait que la personne ne connaisse pas? En fait, tu y Ouais, réfléchis à ton échelle, ça paraît plus logique. Mais oui. c'est ça, ouais. Pas mal. Mais oui, et Bali, tu vois, c'est pour sortir de ça, t'as un aspect, je sais pas si t'as un attrait pour la spiritualité, mais Bali, c'est très fort en termes Ah, on m'a de dit, ouais. spiritualité. Si tu veux aller faire du surf, t'essayer au surf et ressentir cette vibe de J'adore le surfeuse surf, ouais. qui, quand tu surfes, je sais pas si t'as déjà fait du surf dans ta vie, Ouais, beaucoup. le surf, pour moi, c'est la meilleure analogie au business, tu vois. C'est marrant, j'ai un ami qui m'a dit ça aussi l'autre jour. Je sais pas si tu connais, il Ah, s'appelle Alexandre Lang, le fondateur de Tudigo, non, qui est l'une des plus grosses non, plateformes de crowd equity en France. Il surfe ok. beaucoup et il habite justement à Bordeaux pour ça. Et c'est un peu ce qu'il m'a dit, ouais. Donc ça me fait marrer. C'est marrant, t'es pas le premier. C'est donc ça, tu vois, si tu veux faire du surf, si tu veux faire juste aller faire de la plongée, il y a des sites de plongée qui sont magnifiques. Si t'es plus dans le trekking, tu peux aller escalader un volcan normalement qui est éteint, enfin je pense qu'il est éteint, Ouais. au lever du soleil. Ouais, il vaut mieux. Et c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment extraordinaire. Et la gentillesse des Balinais, elle est incroyable. Elle est next level. Dire ça. Il va pas avoir des gens qui te crient dessus Donc, pour le moindre détail. Ce qui est très coutumier ah non, mais là, des Parisiens. Donc, ah, mais c'est le jour et la nuit, tu vois. Moi, tu vois, quand j'étais revenu, quand je vivais en Indonésie, en Asie du Sud-Est, euh, et que je suis revenu en France, arrivé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, j'avais l'impression d'avoir du service du niveau du tiers-monde. On nous a dit, les bagages vont arriver peut-être un jour, on sait pas quand. Ils avaient mis à l'écran, tous les bagages sont délivrés. Et j'ai dit, ok, d'accord, cool. Mais sauf qu'il n'y a pas ma valise, donc on va voir les personnes. On est plusieurs dans cette situation-là, donc on va voir les responsables. Et ils viennent voir, ils nous disent, non, en fait, ça, on le met, mais ils sont pas toujours tous livrés. ah ouais. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois? Ouais. Alors que tu vas dans des endroits, tu vois, quand tu arrives à Bali ou Jakarta, la vitesse à laquelle ils te sortent tes bagages, elle est juste, Ouais, elle est surprenante, tu vois. c'est une culture et une mentalité très différente. C'est clair. Ah, ça a rien à voir. Et Dubaï, c'est encore complètement différent, tu vois. Ouais, Je connaissais pas Dubaï. ouais, C'est vraiment, vraiment extraordinaire. ouais. Après, on a des atouts que ces pays n'ont pas, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça. C'est tout. Tu vois. Moi, je suis expatrié depuis que j'ai 22 ans. Bah, depuis que j'ai ton âge, en fait. T'as le double Où de j'ai mon âge. vécu au Cambodge. Non, Quoi? t'as le double de mon âge, du coup. Non, pas encore, pas encore. Ah J'ai non, pardon, j'ai 39 compris, je suis aujourd'hui. expatriée depuis 22 ans, depuis que j'avais ton âge. Donc je me suis dit, Ah, non. il a 44 ans, il a le double de mon âge. Mais tu paraissais plus jeune. Mais bon. Et donc, du coup, Allo 16, Ça a coupé. Ah, c'est bon. tu es revenu. Ouais. Bon, bref, Ben non, j'ai Bali, pas encore 44 bon, ans. bref. Je t'embête avec ça. Mais Bali, mais avec plaisir. Enfin, quand tu pars, si tu as besoin de destinations, J'ai des amis qui d'endroits où aller. vont vraiment les rejoindre en mai, donc pas improbable que je... Ok. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et, euh, et donc, ouais, cool, cool. Et pour en venir voilà, sur le podcast, qu'est-ce qui pour toi. Donc, c'est une question. Le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. Et
la question que je pose à tous les invités, c'est pour toi, Sixtine, qu'est-ce qui fait ton différenciateur inné? Où est-ce qu'il est ce différenciateur inné? Je pense la maturité que j'ai réussi à acquérir pour plein d'aspects différents très vite. Mhm. Et le culot. Je pense à un mélange de culot et de maturité que j'ai appris. Hein. De toute façon, tout s'apprend. Peut-être un petit mélange de caractère, mais qui était pas inné, mais que j'ai toujours eu un peu jeune. J'ai toujours été, tu vois, je rêvais quand j'avais 7 ans d'être président de la République ou d'être la première femme sur la Lune. Je savais même pas que ça comportait plus d'études ou pas. Je savais même pas ce que ça voulait vraiment dire, mais j'ai toujours voulu, en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'impact sur la société. À Mhm. ma modeste échelle, bien sûr, mais faire faire un boulot qui me passionne et dans lequel je peux apporter ma mini-pierre à l'édifice. Parce que aujourd'hui, Mhm. on le voit bien, hein, mais on est dans un écosystème où c'est plus facile de faire de l'argent qu'on ne le pense. Tu vends des formations, tu développes tel ou tel truc, tu peux réussir, mais je pense que en fait, c'est très vide si tu fais que ça. C'est très vide si t'as pas un vrai why qui te porte. Mhm. Et c'est ça qui fait que moi, je peux bosser même en vacances le week-end et que je suis ravie de le faire et que je m'ennuie jamais. Que c'est même hyper excitant, franchement, c'est que j'ai l'impression de contribuer à ça. Et je pense que mon why a été, mon petit truc inné, a été cette force d'ambition et de culot très vite, très jeune. Et qui, du coup, m'a fait que je me Ambition. différenciais très vite, très jeune. Excellent. Ambition, culot. Et tu parles de ton why. Tu peux nous le partager? Bah, mon why, de juste essayer de développer un groupe média qui réconcilie notre génération avec les médias, qui apporte sur la table des thématiques qui sont pas assez exploitées alors qu'elles sont hyper importantes à traiter. T'en as plein, hein. Là, t'as le tourisme, la culture française, t'as les RH, t'as la tech, t'en as plein. Et au long terme, c'est d'avoir tous ces Mhm. médias-là dans notre panel de groupes médias et de montrer un peu l'exemple, de montrer aussi que j'étais une jeune femme et que je l'ai fait et que si du coup moi j'ai pu le faire, n'importe qui est capable de le faire et qu'il faut pas s'auto-censurer comme beaucoup font. En fait, J'adore. beaucoup plus à perdre qu'autre chose. Voilà, une Fantastique. belle phrase Fantastique. de fin de question. Belle phrase de fin de question extraordinaire. Cool, cool. Écoute, on a une tradition sur le podcast. C'est, voilà, donc là on vient de passer 47 minutes ensemble, un petit peu plus quand on était off. Et qui est-ce que tu aimerais voir sur le podcast? Dans ton réseau, tu vois, est-ce que tu aurais une personne où tu dis, oui, Gaël, il faudrait absolument que tu parles à cette personne-là. Il a vraiment une histoire qui est extraordinaire, il a vraiment quelque chose à apporter, il a quelque chose que j'ai vu chez personne d'autre. Euh, Et où tu me dis, ouais, ça, ce serait cool. Il y en a quelques-uns, mais je sais qu'ils vont jamais avoir le temps, donc je vais pas te le dire parce que ça va servir à rien. Non, j'en ai un qui pourrait le faire, qui s'appelle Jules Simian, qui a fondé une boîte qui s'appelle Extra Student. Il a un an de moins que moi, donc il est très très jeune. Il a entrepris jeune Ok. aussi, très déterminé, très sûr de lui, et qui a une personnalité vraiment sympa. Qui a un projet pareil de société aussi. Donc j'aime beaucoup. Donc Jules, si tu nous écoutes, Voilà. je, ce sera avec plaisir de t'avoir ici avec nous sur le podcast. Excellent, excellent. 16, on arrive là sur la fin de ce podcast. C'est vraiment top de pouvoir échanger avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je souhaite te laisser simple mot de la fin. Voilà, pour le sujet que tu veux. Que ce soit pour inspirer des personnes, que ce soit, je sais pas, pour dire aux gens d'aller faire du sport, de mieux manger, de partir à Bali, que sais-je, de devenir président de la République. Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je dirais qu'il faut pas oublier que le collectif est plus fort que tout. Et ça, je le maintiens, mais vraiment. Que plus tu joues collectif, plus tu montes une boîte avec des associés ou autres, plus tu iras loin. Et que les gens qui se la jouent perso, à se comparer aux autres, ou même à envier les autres, à la fin perdent beaucoup plus de temps que de même aider des gens que tu voudrais pas forcément aider, mais en fait, ça t'est beaucoup plus utile à la fin. Et pas oublier que mettre son ego de côté est juste la chose la plus importante quand tu vas entreprendre un projet qui, entre guillemets, te dépasse. Voilà. Merci beaucoup. On disait, un même manager m'a dit quand il m'avait recruté à l'époque où je faisais de l'informatique, quand je lançais des satellites, Ouais. il m'a dit, il faut que euh, la, c'est quoi, c'est la somme, en gros, que le tout
soit supérieure à la somme de chaque individu. Ouais, bien sûr. Très vrai. Et ça, c'est tellement, tellement fort. Tellement vrai. De fou. Sixtine, Bah, Yael, c'était merci à un toi. plaisir de pouvoir échanger. Moi aussi. Et puis, je te dis à très bientôt sur Paris ou à Bali, ou si tu viens faire la fête aux Pays-Bas, avec plaisir de prendre un café. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.